Bonjour à tous, bienvenue. Sa démission de l'Assemblée nationale a suscité moult commentaires cette semaine. La justification a davantage fait jaser. Abraham Zinokwe part du Parlement pour s'occuper de l'école du parti Union progressiste. Le deuxième vice-président de l'UP est aujourd'hui notre invité. Nous reviendrons sur cette démission et plus globalement sur l'actualité politique, les injonctions du ministère de l'Intérieur au parti de l'opposition, cet arrêté interdisant des actes à certains Béninois, le dialogue politique désormais. Abraham Zinokwe, bonjour, bienvenue. Bonjour, cher ami. Pourquoi avez-vous réellement démissionné du Parlement? Merci Virgile. Permettez-moi de dire bonne fête à nos compatriotes musulmans. Bonne fête à nous tous. C'est le jour du sacrifice. Je suis de cœur avec eux. Et pourquoi avoir démissionné du Parlement? En 2 ou 3 mots, je l'ai dit, il y a une raison juridique. J'ai cité dans ma lettre de démission l'article 10 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale qui dit dans son premier alinéa que tout député peut démissionner à tout moment. Il n'y a qu'en début de mandature, il faut respecter les délais de recours contentieux passés, puisque ne sachant pas si vous êtes définitivement élu ou pas, donc passé cet instant-là, le règlement intérieur permet à tout député de démissionner à tout moment. Je crois que c'est cette disposition juridique que j'ai mise en œuvre. Et dans ma lettre de démission, j'ajoutais « et pour convenance militante ». Pour certains de vos collègues, confrères, n'ont pas compris l'expression. C'est tout nouveau, effectivement, ça. Habituellement... Convenance personnelle, c'est ce qui est admis. C'est ce que tout le monde dit habituellement, mais il faut quand même faire attention aux mots, aux expressions, parce que ce n'était pas pour convenance personnelle classique, c'était pour convenance militante. Ça veut dire que ça a un sens précis. Et vous savez que je suis du présidium qui dirige l'Union progressiste. Le président Moussou, nous sommes 2 vice-présidents, le président Saka Lafia qui s'occupe de la communication et moi-même qui m'occupe de la formation au niveau de l'Union progressiste. Alors, j'ai démissionné, j'ai dit convenance militante, c'est-à-dire pour m'occuper un peu plus, consacrer un peu plus de temps au parti parce que vous convenez avec moi que nous sommes dans un nouveau système partisan. Et ce n'est pas intégré complètement dans l'esprit des gens. Les nouveaux partis, les grands partis, les gens sont toujours dans l'ancien système. Les gens raisonnent toujours comme dans l'ancien système, alors que les choses ont changé notablement pour une démocratie moderne. Les partis nouveaux ne peuvent plus fonctionner comme on l'a fait par le passé. Il y a des permanents du parti. Parce que donc vous allez désormais prendre la direction de cette école, l'école du parti. Non, j'étais déjà au Congrès. J'étais élu membre du présidium chargé de la formation. Donc vous êtes désormais le directeur de l'école de l'Union progressiste. Quand on dit la formation, c'est très vaste. Il y a les écoles, il y a tout ce qu'il y a comme conception, comme idée, comme vision. Donc, c'est un travail de longue haleine. Vous savez que nous avons un congrès en décembre prochain. Nous avons déjà du retard sur la préparation de ce congrès. Le congrès dernier, de décembre 2008, si je vous disais le travail préparatoire qui a été fait avant qu'on aille au congrès, le premier congrès qui a mis sur les fonds baptismaux l'Union progressiste, le travail qui a été abattu. Et quand je vois le prochain congrès ordinaire, le premier qui arrive, où les tests que nous avons mis en œuvre, la structuration, puisque
ça a été une phase transitoire. Décembre dernier à décembre prochain, c'est une phase transitoire. Ça veut dire que un gros travail est encore à faire pour le prochain congrès ordinaire. Donc, quand dans nos habitudes, les partis n'ont de vie d'existence qu'à la veille d'élection, on peut être surpris pour dire, qu'est-ce qu'il y a tant à faire au niveau de la formation, au niveau de l'union pour que je considère. Mais le militantisme, ce n'est pas un vain mot. Vous savez, dans les grandes démocraties, les écoles, les partis sont les pépinières des cadres de la nation. Vous savez, dans nos pays africains, les gens se retrouvent en conseil des ministres pour la première fois sans jamais se connaître, sans jamais savoir de tel ministre, son nom. On a toujours fait de l'improvisation parce que nos partis n'ont jamais été cette école, ce lieu d'apprentissage de la démocratie. Et quand cet apprentissage n'est pas fait, ce militantisme n'est pas connu, ça rejaillit sur l'État, sur la gouvernance. Vous avez démissionné du Parlement pour vous mettre au service. Mieux, non, j'y étais déjà, puisque pour mieux vous mettre au service de votre parti. Pour mettre plus de temps, n'est-ce pas, à la vie du parti. Oui, mais pardonnez-moi, Abraham Zinouroué, de raisonner intérêt. Comment vous démissionnez du Parlement 6 millions de francs CFA par mois pour l'Union progressiste, pour le parti où on ne sait pas combien vous allez être payé là-bas? C'est le drame du Béninois. Il ne raisonne qu'en termes d'argent. Il y a des valeurs plus que l'argent. On a tous besoin d'argent pour vivre. On n'a pas besoin de... Justement, vous n'allez pas nous dire que vous n'avez pas besoin d'argent. Je vous dis, on n'a pas besoin de se cramponner à l'argent. Il y a d'autres choses. Mais moi, je vais vous dire, ma satisfaction morale au jour où je vous parle, ce n'est pas l'argent. Si vous voulez, on en viendra, je vous le dirai. Par rapport à la réforme du système partisan. Vous savez que j'ai théorisé cette réforme-là. Vous savez qu'il y a 20 ans, je disais déjà ce qui arrive aujourd'hui. Et je n'ai pas été compris. Aucun président n'a pris ça au sérieux. Alors, je rends grâce à Dieu que le président actuel, les députés de la 7e législature ont pris ça en compte et ont opéré cette réforme-là. C'est fondamental. Moi, c'est la plus grande satisfaction morale, intellectuelle, je peux vous dire politique. Vous n'avez pas répondu à la question. Non, à combien vous serez payé au parti? Je n'en sais rien, c'est le parti qui décidera, ce n'est pas individuellement. Vous savez, vous avez lu ce opuscule-là, j'ai écrit « Réflexion sur le multipartisme béninois et son incidence sur l'évolution de la nouvelle expérience démocratique ». Je l'ai écrit en 1998, quand j'étais président de la Cour suprême. Ça a été réédité en 2016, c'est comme si c'était écrit en 2016. Ça a été préfacé par le professeur Aïvo Joël, pour vous dire donc que en matière de valeurs, si je peux vous dire mon parcours politique, si j'ai une satisfaction aujourd'hui, c'est de mon vivant de voir que, ayant théorisé une réforme, et étant la même acteur, prendre part à la mise en œuvre de cette réforme, être vivant de voir, c'est la plus grande satisfaction. Vous pouvez me donner tout l'or du monde, ça ne m'aurait pas donné autant de satisfaction que la réforme qui a été mise. La réforme telle que vous l'avez pensée, est-ce ainsi qu'elle est mise en application aujourd'hui? Un principe, c'est un principe. Les modalités, il peut en avoir. Tel que je l'ai pensé, sa mise en œuvre peut revêtir plusieurs aspects. Certains auraient pu dire, bon, changeons le mode de scrutin, passons, ainsi de ça. Est-ce que les couacs n'ont pas carrément tué cette réforme? Pas du tout, au contraire. Au contraire. Avec autant de morts? Au contraire. Moi, je vais vous dire, j'ai passé 2 mois, 2 ou 3 semaines à l'Assemblée, mais ce que j'ai vu, par rapport à ce qu'on voyait, ce qu'on y faisait, je dis, la réforme est en train de prendre progressivement. Ça va mettre du temps, je comprends. Vous savez, si c'est l'ancien système, au lieu de 2 groupes parlementaires, on en aurait eu 9. Vous voulez parler de 6 milliards, c'est-à-dire par rapport aux biens matériels, aux avantages, on aurait eu 9 groupes parlementaires avec 9 présidents, avec moyens matériels, tout ce que vous dites. Pourtant, il n'y en a eu que 2 parce que désormais, l'idéologie est au
cœur de l'activité partisane. Après, vous dites que c'est parce qu'il a moins d'obédience politique. Mais c'est tout l'intérêt de la réforme. Les gens ne comprennent pas. Quand vous avez un Parlement émietté, le Parlement est faible. On va revenir sur le Parlement 8e législature tel que c'est aujourd'hui, mais parlons des raisons de votre démission pour certains. Je dis convenance militante, un prochain congrès, il faut le préparer. Vous savez, le congrès ordinaire qui a été fait, le congrès qui a donné vie, jour à l'Union progressiste, c'était d'abord des blocs, avant qu'on ne passe à l'Union progressiste. Je vous dis le travail qui a été fait. C'est au siège de mon ancien parti que tout a été fait. Mais vous auriez pu être député et continuer à préparer le congrès, non? Non, c'est ce qu'on a fait à mi-temps où les partis n'ont jamais eu de vie, où les gens n'ont jamais saisi le sens d'un parti politique nous voulons un parti moderne, qui vive une véritable vie d'institution, d'entreprise. C'est une administration au quotidien. Ce n'est pas les partis où à la veille on se regroupe, qui a une voiture, qui a une maison, on fait une liste, on va. C'est ça. Et c'est pour ça que dans la réforme, il reste le troisième pilier de la réforme. Il y a eu la charte, il y a le code, il y a le financement public désormais pour la vie des partis. Et c'est ça le triptyque, c'est ça qui va faire que désormais nous aurons une réforme complète où un financement public, c'est-à-dire un siège du parti, un siège digne de nom, pas des magasins qu'on loue, ou la maison du chef du parti qui sert lieu de siège, etc. Où il y a des sièges départementaux sur toute l'étendue du territoire, où il y a une administration, ou un personnel, où il y a une vie comme une entreprise, C'est ça que beaucoup de gens n'arrivent pas à réaliser, et cela requiert du temps, ça requiert des ressources humaines, hein, c'est pas à la hussarde, parce que non, c'est une vie au quotidien. Et ça, on a besoin d'un personnel permanent. Abraham Zizouroui, vous avez démissionné du Parlement pour l'école du parti, mais pour certains... Pour la vie du parti, pour la vie du parti, pour la vie du parti, pour la formation. C'est pas que l'école, il y aura un directeur d'école qui travaillera sous mon œil, sous l'œil du présidium. C'est une direction collégiale. Hein, mais et vous voyez, on a l'habitude de lister président, citer plein de vice-présidents. Ce n'est plus le cas. Mais pour certains Béninois, vous n'êtes pas encore à votre destination. Votre destination prochaine, c'est la Cour suprême. Oh là là. Mais j'ai déjà fait la Cour suprême. Mais qu'est-ce que j'irai encore démontrer à la Cour suprême? Et si le chef de l'État faisait à nouveau votre choix? Avec si, on peut mettre Cotonou en bouteille. Mais répondez. Mais je vous dis, à l'heure où je parle, les motifs, c'est les convenances militantes. C'est notre prochain congrès. C'est les échéances de 2010, de 2020. C'est ça ma motivation. Maintenant, je ne suis pas bon Dieu. Je ne sais pas, je ne peux pas aller dans la tête du chef de l'État. Si d'aventure, vous m'avez vu dans ce pays et à l'extérieur, j'ai toujours été disponible au service de mon pays. Si d'aventure, mon pays m'appelle pour occuper d'autres fonctions et que je trouve compatible avec ma situation de membre de la direction permanente du parti, j'aviserai et les dispositions seront prises. Mais là, j'ai lu beaucoup de choses. Il va être à la Conseil supérieur de la magistrature. J'ai déjà été deuxième vice-président du Conseil. Premier vice-président du Conseil supérieur. Maintenant, je vais être troisième vice-président ou quoi. Donc, vous voyez, j'ai lu tellement de choses que, j'étais dépassé moi-même. Je ne savais pas que ma démission aurait soulevé tant de commentaires. Et je peux vous dire, dans mon parcours politique, au moment où j'ai eu des promotions, je n'ai jamais reçu autant de coups de fil que ma démission. Alors ça m'a surpris. Je dis, mais c'est comme si le monde s'effondrait, c'est comme si mes parents, ce n'est tout le monde partout en Afrique, en dehors de l'Afrique. Je reçois des coups. Parce qu'ils ont pensé que vous êtes d'abord fâché avec le chef de l'État, sans doute, non? Qu'est-ce qu'ils pouvaient quand je dis convenance militante, qu'est-ce qu'ils pouvaient leur faire croire que je serais fâché? Les gens estimaient que peut-être à l'Assemblée, j'ai dit,
vous ne comprenez pas là. Chaque parti, justement, chaque parti politique. Vous n'avez pas fini votre idée. À l'Assemblée, on a l'impression que vous avez pu démissionner pour raison de frustration simplement. Non, pas du tout. Mais pourquoi? Pour votre élogieux parcours, comme vous le décrivez, député Landa, désormais, c'est pas facile à vivre ça. Mais c'est parce que chaque parti et les nouveaux partis ont des stratégies que le commun des Béninois ne comprend pas. C'est normal. Et c'est pour ça que je vous remercie de m'avoir invité pour qu'on fasse de la pédagogie, qu'on explique aux gens que les partis politiques au Bénin ne seront plus ce qu'ils ont été. J'ai pris la tête de la 16e circonscription électorale, c'est-à-dire Cotonou. Pour les législatives. Pour les législatives. Parce que vous savez que Cotonou, c'est la plus grande ville de notre pays, intellectuellement, économiquement, syndicalement, à tout point de vue. Si vous prenez cette liste-là, vous verrez que c'est une liste de personnes, de femmes jeunes. Je suis le plus ancien. Parce qu'il faut une personnalité qui conduise la liste de l'Union progressiste dans la ville la plus difficile où l'opposition est censée être la plus forte. C'est pour ça que j'ai pris la tête de la liste UP dans la 16e seconde. Mais et pour certains, ça a pu vous marcher parce qu'il n'y a pas eu combat. Il y a eu combat. Et c'est parce que on souhaitait qu'il y ait combat que j'ai pris cette tête-là. La bataille de Cotonou, c'est pour la faire. C'est pas n'importe qui peut faire la bataille de Cotonou. Est-ce qu'il y a eu bataille de Cotonou? Il y en a eu. Et j'ai l'habitude de dire aux gens... Contre vos frères républicains? Mais je vous dis que les luttes fratricides sont plus pathétiques que les luttes où vous avez 3 ou 4, 5 partis. Ça. Mais quand c'est 2, c'est plus frontal, c'est plus difficile. Les gens ont cru que c'est un match amical. Pas du tout. Mais ça a été fait dans l'élégance, ça a été fait dans le respect réciproque. Mais... Donc, c'est pour vous dire que j'ai pris la tête, n'est-ce pas, de l'UP. Ce n'est pas pour faire carrière à l'Assemblée. J'ai été déjà 1 fois, 2 fois, c'est la 3e fois. Donc, vous a été proposé... C'était pour encadrer. Il vous a été proposé la présidence de l'Assemblée, par exemple? Non, pas du tout. Est-ce que vous a été proposé... Pas du tout, pas du tout. La présidence de la Commission des lois? Ben, voilà. J'ai dit, nous sommes toujours dans l'ancien système. Tout ce que vous dites là révèle que nous raisonnons comme dans l'ancien système où c'est les marchandages. J'ai passé... Vous n'avez pas votre place à la tête de la Commission des lois, vous pensez? Permettez. J'ai passé 2 semaines, 2 mois, 2 semaines. Je vais vous dire, chers journalistes, j'ai pas vu un copec, 1 franc circuler dans l'hémicycle. Les gens m'ont dit, président, si c'est avant, ce bureau qu'on a mis en place là, les commissions, les ceci, les cela, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que la réforme du système est en train de prendre. Ça ne veut pas dire que c'est parfait. Hein? Il y a parmi des députés des gens qui raisonnent encore dans l'ancien système, mais qui ne peuvent plus opérer parce que je vous parlais de 9 groupes parlementaires si c'était dans l'ancien système. Qu'est-ce qui se passait avant? 9 députés faisant un groupe. Il suffit qu'un député dise, moi je sors de ce groupe pour que le groupe tombe. Le président du groupe est obligé parce qu'on fait du chantage. Vous avez un seul député provenant d'un seul parti. Quand il se met à droite, la majorité pense à droite. Quand il se met à gauche, la majorité, il se fait vendre. Il devient cher. C'est tout ça. C'est-à-dire que notre modèle que tout le monde crie, c'est un modèle imparfait. Un modèle qui a besoin de retouches. Et c'est ça qui n'a pas été fait depuis 30 ans que nous connaissons ces difficultés. Et c'est ces difficultés que nous devons surmonter par la réforme. Est-ce que ça, c'est un modèle réussi, un modèle qu'on peut vendre, celui que vous expérimentez aujourd'hui à l'Assemblée nationale? Mais ça n'a que quelques mois. Un modèle monocolore? Pas du tout. Un modèle unisens? Mais pas du tout. C'est vous qui le dites. Vous verrez bientôt. C'est le début. Toute réforme a ses difficultés. Vous verrez, les gens viendront à l'école du système partisan. Comme on est venu à l'école du renouveau démocratique, vous savez, tout ce que nous avons fait, il y a eu du prix, hein, je ne mets pas en cause tout ce qu'on a fait, hein. Dans tout ce qu'on a fait qui était bien, ce qui manquait, c'était le système partisan. Vous prenez notre constitution, vous n'avez que l'article 5 et 6 qui parlent
Des partis politiques. Des partis politiques qui sont... Tout a été renvoyé à la charte des partis politiques et au cours. Et c'est là que le bas blesse. Quand vous parlez de multipartisme intégral dans un pays à idéologie tribaliste, dans un mode de scrutin législatif proportionnel, dans un système de financement privé, opaque, tout, la corruption électorale, quand vous êtes dans un tel système partisan, ça rejaillit sur la gouvernance, ça rejaillit sur l'État, ça rejaillit sur le gouvernement, sur l'Assemblée. Et c'est ça que nous avons essayé de contourner avec notre fameux consensus intégral. On essaie de rafistoler, on crie victoire, le Bénin, ici, le Bénin. À un moment donné, il faut se dire la vérité. Un parlement émietté, un parlement faible. Un parlement émietté, un parlement achetable. Un parlement émietté est un parlement corrompu. Sans faire le système de parti unique, la loi électorale nous donne un multipartisme rationalisé. Au moins dans tous les cas, tel que c'était conçu, malheureusement, à la pratique, ça a bugué. On devrait, au strict minimum, ne serait-ce que 4 grandes formations à l'Assemblée. Et dans ces grandes formations, l'idée du législateur, c'est qu'il y a des partis de la mouvance, des partis de l'opposition, pour animer l'Assemblée. Mais 10 partis, 15 partis animés à l'Assemblée, ça fragilise le pouvoir législatif. Ça fragilise l'exécutif. Ça fragilise la société béninoise. Alors moi, Oui, mais est-ce que votre réforme n'a pas tué aujourd'hui le Parlement dans son essence, pas le Parlement, lieu de discussion, de débat politique? Est-ce que le Parlement n'est pas effacé? Non, pas du tout. C'est une mauvaise lecture. Vous verrez progressivement. Qu'est-ce que c'est qu'un député? Un député est un représentant de la nation, qu'il soit de l'opposition, qu'il soit de la mouvance. Un député ne va pas faire des lois. Vous pensez que les députés de l'UP feront des lois pour les militants UP? Ils feront des lois pour tous les Béninois. C'est ça que les gens ne perçoivent pas, dire l'opposition n'est pas... Et puis, la nature a horreur du vide. Vous nous verrez, dès l'instant qu'il y a 2 composantes, quelles qu'elles soient, vous avez la contradiction. Ils ne peuvent pas s'entendre sur tout. Ce n'est pas vrai. Certaines questions... Mais on peut vous rétorquer que ce ne sont pas les Béninois qui ont choisi ces députés. Bien sûr, c'est les Béninois. À quel pourcentage? Il n'y a aucun pourcentage à choisir. Les députés qui ont voulu ont choisi. Et ce Parlement est couronné de légitimité ainsi? C'est une légitimité, on ne peut même pas. C'est-à-dire vous n'avez aucune idée de ce que c'est, que la légitimité de ce. Mais vous aurez le temps de voir. Officiellement, c'est 27%, on a dit. Non, laissez tout ça là. Vous savez, les chiffres, on peut les manipuler comme veut. Mais je dis officiellement. Non, les gens même disent que ce n'est que 3%. C'est la Cour constitutionnelle. Non, les gens même disent que c'est 3%. Même à 1%. C'est un parlement légitime. Ah bon, et comment? Parce que le vote n'est pas obligatoire au Bénin. Ceux qui veulent vont voter. Si c'est 1% qui sort qui va voter, le parlement serait légitime. C'est ça qu'on appelle légitimité? Bien sûr. Il suffit que le vote soit organisé dans les règles de l'art. Il suffit que les tests, c'est-à-dire le code électoral, la charte, cet test a été voté par ceux qui ont mandat de le faire. Et ça a été le cas. Après la quasi-unanimité. Donc, la légitimité est là. Ce n'est pas le nombre de votants. Si c'était le nombre de votants, nos tests auraient dit, pour que nos votes soient pris en compte, il aurait fallu. Il y a des pays, c'est écrit explicitement. Est-ce qu'après cette expérience, vous ne pensez pas qu'il faille ajouter désormais un taux de participation pour la légitimité? On n'en a pas besoin parce que vous savez, la loi doit tenir compte de la réalité des pays. Nous sommes dans un pays à 70% d'analphabètes. Vous avez beau... Mais c'est ce travail, et je vous dis, je vous parle de partis politiques, ce travail d'éducation de la société, c'est ça qui manque. Le niveau de discernement. Vous savez, qu'est-ce que c'est qu'un vote au Bénin? Quand on dit vote avec fête, avec tout ça.
Vous voulez me parler de 6 millions? C'est quand l'argent circule que les gens sortent pour aller voter. Et si vous mettez un pourcentage, ça veut dire que vous continuez de montrer que c'est l'argent qui va déterminer les gens à aller voter. Non. L'apprentissage du vote, ce qu'on appelle le droit électoral, le civisme électoral, ça s'apprend au sein des partis politiques. Et c'est ça le rôle primordial des grands regroupements. Les gens ne perçoivent pas. Les gens préfèrent. Ils l'ont dit, hein, ceux qui ont l'habitude d'animer dans les quartiers, ils disent, oh là là, avant, hein, les gens défilaient. Tout, ici, maintenant, il n'y a que 2 qui viennent. La cagnotte n'est plus ce qu'elle est. Abraham Zinogoé, est-ce que il faut toucher, vous n'avez pas un regret aujourd'hui que l'opposition ne soit pas représentée au Parlement? Mais bien sûr, je suis le premier à dire, plus on aura... Mais le regret que j'ai, c'est que cette opposition a refusé de faire ce que nous, Mouvancy, on a fait. On a fait des sacrifices. Vous savez, tout ce qu'on dit là, on met sur la tête de Sakalafia. Ce n'est pas là le vrai problème de l'opposition. Vous avez fait quel sacrifice? Vous aviez les meilleurs dossiers au ministère de l'Intérieur? Non, ce n'est pas de ça. Avant d'aller au ministère de l'Intérieur, c'est à ce niveau que le sacrifice se fait. C'est renoncer à nos égos individuels. Les gens disent, oh, le président il dit, jamais il se mettra sous un ago, jamais sous un mousseau, etc. C'est le fond de l'affaire. Ça dit, ne prenez pas les effets des phénomènes et il faut aller à la source. Si, vous permettez, combien de partis d'opposition existent? Je suis sûr que ces partis d'opposition peuvent se mettre en un bloc ou en 2 blocs, comme nous on l'a fait, on n'en serait pas là. Il n'y aurait pas de problème de ministère de l'Intérieur. Oui, mais la charte a prévu également les partis existants de se conformer, n'est-ce pas, à cette nouvelle charte et d'exister, de continuer à exister. C'est un débat qui a été fait. Ce n'est pas la peine qu'on revienne en arrière. Ce n'est pas la peine qu'on revienne en arrière. Et si on a des institutions dans un pays, nous devons respecter ces institutions. Sinon, nous ne pouvons pas vivre ensemble. Dès qu'il y a une difficulté, il revient aux institutions de l'État de les régler. L'institution l'a réglé. Nos amis d'enfance ont estimé non, qu'on a inventé, qu'on a créé. C'est leur lecture. Je regrette qu'au niveau de l'opposition... Vous parlez de quoi? De certificat de conformité? Oui, je regrette que ce soit des philosophes qui deviennent des constitutionnalistes qui guident l'opposition. Non, je crois que des erreurs... Le professeur Joël Aïvoire en a parlé également, il n'est pas philosophe. Non, écoutez, si je ne viens pas faire de débat de personnes ici, vous me connaissez, je fais des débats d'idées. C'est vous qui parlez des philosophes. Oui, puisqu'on a vu des gens nous expliquer l'article 66 de la Constitution. Vous faites allusion à Zanaï. Je voudrais respecter les uns et les autres. Je ne viens pas ici faire des débats. Mais je vous dis, nous sommes dans un pays, quand il s'agit de la politique, 11 millions d'habitants, nous avons 11 millions de constitutionnalistes. Ça n'existe nulle part. Laissez chacun faire ce qu'il a le droit de faire. Mais les constitutionnalistes et d'ici et de l'intérieur et de l'extérieur ont désapprouvé également. Mais ce n'est qu'un point de vue. Vous voyez, eux, ils ne sont pas philosophes. Mais la doctrine, même au niveau des juristes, au niveau des constitutionnalistes, c'est des doctrinaires. C'est des idées, c'est bien. Et c'est cette contradiction qui fait bouger. Et c'est ça qui permet aux juges de bien apprécier la situation. Mais ce que nous n'arrivons pas à faire, à réaliser, c'est ça que je voudrais vous dire. Quand vous êtes dans un pays, vous avez 2 individus qui se battent. L'un dit j'ai raison, l'autre dit j'ai raison. Chacun argumente. On a prévu qu'il y ait une justice. La justice là, qui est rendue, ce n'est pas la justice divine. C'est la justice des hommes pour que nous puissions vivre ensemble. Qu'elle soit juste ou pas, ce qui sort de là, c'est la vérité légale. On s'y soumet, même si on est convaincu que c'est pour tel motif. Si on ne le fait pas, on ne peut pas vivre en société. Et si on ne le fait pas, ces institutions sont installées. À quelle fin? Ces institutions, les membres, ils sont payés. C'est ce qui nous manque, la mentalité institutionnelle. Vous pensez que ces institutions fonctionnent normalement aujourd'hui? Je vous dis que ça fonctionne ou pas, normalement ou pas. Puisque ce n'est pas des institutions
en tout cas, ceux qui les animent ne sont pas là éternellement. Et c'est la beauté de la démocratie. Et se dit que ces institutions ont été désormais alignées pour ne pas fonctionner normalement, pour donner raison à une partie. Est-ce que vous pensez que avec ce schéma, on devrait se taire et tout accepter? Je vous dis, on ne se tait pas, on critique, on dénonce. Parce que ça évolue. Tout évolue. Nous ne pouvons pas fixer notre existence sur une période de 2 ans, de 4 ans, de 10 ans. Nous avons vécu ici des moments plus difficiles dans ce pays. Est-ce que la démocratie, l'état de droit n'est pas ainsi faussé que les institutions soient manipulées? L'état de droit, c'est un argument facile, classique, manipulé, instrumentalisé. Dites-moi dans quel pays sur cette terre où l'état de droit n'est pas... Citez-moi un seul pays. Les gilets jaunes, ils sont en Algérie, ils sont où? Au Soudan. Donc, dites-moi... Nous fabriquons aussi notre laboratoire. Dites-moi, ça n'existe pas. Ce que nous devons savoir, c'est apprendre à avoir une mentalité institutionnelle. La démocratie, c'est quoi? C'est la loi du grand nombre. À un moment T, quelle est la meilleure démocratie? Elle n'existe nulle part. Les Grecs ont répondu. La meilleure démocratie, dites-moi, c'est où? Et à quel pays, à quel moment? Ça veut dire que c'est un idéal vers lequel on tend. C'est une construction permanente au jour le jour. Mais nous devons tout faire pour que le vivre ensemble soit sauvegardé. Et ce vivre ensemble, c'est la soumission au droit. C'est la soumission aux décisions de justice, quelle qu'elle soit. La soumission au plus fort. Mais la démocratie, c'est quoi? C'est pas la loi du plus fort? C'est la loi du plus fort, la démocratie. Si nous n'intégrons pas ça, nous pensons qu'un individu, lui, peut, ou un petit groupe, peut se substituer à la loi du grand nombre, on est à côté de la démocratie. Parfois, ça génère du sang le 1er et le 2 mai à Kadiaoun, parce qu'il y a une mauvaise 10 lecture. au 15 juin à Tiarou, c'est dommage, parce que les gens pensent que un individu, un groupe d'individus face à l'État. Vous savez ce que c'est l'État? C'est lui seul qui a la légitimité de la violence légale. Aucun individu, aucun groupe. Les gens se sont trompés, ils ont vu. Ils ne savent pas ce que c'est qu'un État. Et je regrette qu'il y ait des sages de la République qui se soient mis dans cette... Les gens qui doivent être des recours naturels, je regrette. Rien ne justifie la violence physique dans un État démocratique. Rien. Puisque par principe, le pouvoir est provisoire, c'est pour un temps. L'alternance est inscrite dans notre Constitution. Que valent 4 ans pour la vie d'un individu parce qu'il n'est pas député par rapport à la vie de tout un pays? Le pays est au-dessus de tous les droits individuels. On dit droit de l'homme. Il n'y a aucun droit de l'homme qui soit au-dessus du droit du pays. Si le pays n'existe pas, moi j'ai l'habitude de dire, il y a 2 choses que je considère les plus essentielles dans l'existence. Ce que j'ai un enfant. L'enfant est le père de l'homme. L'État, l'espace, le pays. Sans ça, vous ne pouvez pas. Ce cadre-là dans lequel on exerce les droits de l'homme, il n'y a aucun droit de l'homme intégral. Il n'y a aucun consensus intégral qui existe. Nous sommes dans des situations de code, de convenance. On s'entend, on fait des règles du jeu que nous mettons. Nous devons respecter ces règles de jeu. Dès l'instant que nous estimons que notre point de vue est le meilleur, le truc, et que nous ignorons ça, nous sommes à côté, c'est ce qui s'est passé. Juriste que vous êtes, est-ce que ce n'est pas le règne de l'arbitraire que vous, pas du tout. Vous êtes en train de c'est pas l'arbitraire, puisque tout ce qui a été fait dans les règles de l'art. Les lois qui sont querellées ont été votées selon les procédures. Les juristes vous disent également qu'une loi, ça peut exister, mais une loi peut être scélérate également. Mais changer là, c'est aussi simple que ça. Tant que ces lois, Durales, qu'elles soient bonnes, mauvaises, vous vous y pliez. Si elle n'est pas bonne, changez-la. Si c'est le seul référentiel qui peut permettre à des gens d'obédience différente de vivre ensemble. Moi, je ne dis pas la loi est parfaite. Tant qu'elle est loi, vous la respectez. Elle n'est pas loi, vous arrangez, vous la changez. Parfois ça... Et ça, c'est un rapport de force. Ça blesse le bon sens. Mais c'est momentané. Attroupement c'est momentané. Attroupement non armé.
Et non, c'est je puni par la n'entre loi. pas, je n'entre pas. On n'est pas... Non, on est en démocratie, en état de droit. Mais- On avait un passé depuis 30 ans. C'est ce passé qu'il faut visiter. Si vous visitez, vous verrez qu'il y a beaucoup de choses qui n'allaient pas. On contournait. Faisons la politique de la vérité. Il y a beaucoup de choses. Ce qu'on n'a pas fait, les réformes, ça nous rattrape. La conférence a été une bonne chose. Nous avons une bonne constitution. Comme je vous l'ai dit. On s'en éloigne aujourd'hui, apparemment. Non, tout simplement parce que ce que la conférence a raté, c'est le volet système partisan. C'est ça qu'on a, c'est le boulet qu'on a traîné depuis on ne comprenait pas. Moi, j'ai mis du temps pour comprendre que c'est le concept d'alliance de partis qui a tué la politique au Bénin. Vous prenez la constitution, vous ne verrez nulle part d'alliance de partis. On parle de partis politiques. Mais dans la charte, la première et la deuxième, on a glissé le concept d'alliance de partis qui permet à chacun des gens de s'agglutiner, des oiseaux rares qui viennent, les partis deviennent des courtiers pour des milliardaires à leur sorte. C'est ça qui nous a fait, on a tourné en rond. Quand on a vu, on a identifié, on a dit ça, il faut mettre à faire. L'alliance, c'est un concept politique. Mais quand on l'a transformé en concept juridique pour permettre à des alliés de partis politiques d'aller aux élections législatives, c'est là qu'on a tué. C'est le virus qui a tué. Et Dieu merci, on a pu détecter cela. Les députés, le président Talon a compris, il a dit il faut mettre fin à ça. Chaque parti y va. On n'a jamais mis fin au pluralisme intégral. Si vous respectez les conditions fixées par le code, par la loi, vous êtes parti actuellement. Il y a eu 5 partis qui étaient à jour, qui ont passé l'étape du ministère. 2, 3 ont échoué à la Sénat, 2 ont été aux élections. Aujourd'hui, il y a 11 autres partis. Il semble qu'il y ait 2 qui est déjà reçu. Il semble que parmi les 7, d'autres s'apprêtent également. Moi, mon souhait, c'est que tout le monde arrive à se mettre à jour. Est-ce qu'on n'est pas là en train de fausser encore une fois la réforme politique? Non, pas du tout. Vous voyez, vous allez à un examen. On vous dit il faut remplir telle condition. Vous dites non, moi je ne remplis pas. Et vous allez à l'examen. On n'a jamais vu nulle part. C'est si simple. Les choses simples, nous les compliquons nous-mêmes. Je vous ai dit, les 2 partis que vous appelez, nous avons fait des efforts pour en aller. Je demande à nos amis d'en faire autant. Si maintenant ils ne peuvent pas surmonter leur ego, qui va rester, c'est ça qui fait qu'ils n'arrivent pas. Sinon, 1 bloc, 2 blocs, c'est terminé. Ils sont à jour. Nous, ça nous a facilité parce que on a des forces qui viennent de partout, du nord, du sud, de l'est, de l'ouest. Nous avons pu régler le problème de membres fondateurs sans problème. C'est la division. Vous permettez. Le fait, pour ne pas vouloir faire de ça, que chacun veut être maître chez soi. C'est mon parti, c'est ma propriété. C'est ça qui tue l'opposition. Moi, je nous demande, faisons le sacrifice de nous mettre ensemble. Est-ce que ce faisant, nous n'avons pas tué le modèle démocratique qu'on était en Afrique? Je vous dis que c'est un modèle imparfait parce que le système partisan était mal parti. Donc aujourd'hui, c'est meilleur. Ce système partisan, je vous ai donné des exemples. Hein. Aujourd'hui, c'est meilleur. Le système partisan, je vous dis, c'est la base de tout. C'est ça que les gens ne font pas le lien entre le parti et la gouvernance, entre le parti et la République. Entre le vous n'avez parti... pas répondu à la question mise en œuvre. Est-ce que c'est la réforme à laquelle vous aviez rêvé? Mais quel était l'objectif? C'est de ne plus avoir 100 partis. Aujourd'hui, on en a combien? C'est qu'à l'Assemblée, cet émiettement qui fragilise, on ne l'a plus. Mais on l'a plus sans l'opposition. Mais l'opposition à tout moment, l'opposition à tout moment, il sera. Mais la vie ne finit pas à la 8e législature. Déjà, des élections pointent. Le pouvoir d'un pays n'est pas qu'à l'Assemblée. Le vrai pouvoir, c'est à la base. Et nous allons vers les élections communales, locales. Je nous prie, ne faisons pas les mêmes erreurs. Ne nous cramponnons pas à des situations pour dire je n'y vais pas, après pour dire c'est 80%, ceci, cela. Moi, je serai de l'opposition pour montrer que je représente 100% des Béninois. Je ferai tous les sacrifices pour être à jouer, pour montrer. J'ai l'impression que les gens savent qu'aux échéances
Ils ne feront pas grand-chose, ils préfèrent se cacher derrière c'est les tests, c'est tel ministre, etc. Moi, je nous conseille de faire tout ce qu'il faut pour aller aux élections prochaines, pour montrer qu'on représente les 100% des Béninois. Beaucoup de gens parlent au nom du peuple, je suis le peuple, je suis ceci, cela. C'est quand on va aux élections qu'on montre qu'on est peuple. Ça vient. Il ne faut pas qu'on ait encore les mêmes choses qu'on se dit, voilà, on nous a exclus. Les gens s'excluent d'eux-mêmes et pour des besoins de je ne sais quelle commodité disent qu'on les a exclus. On n'a exclu personne. Les gens ont voté les thèses de la République. Au moment de les mettre en œuvre, il y a eu quelques difficultés. On en convient, ça n'a pas été facile pour les partis de la mouvance. Contrairement à ce qu'on croit, ce n'est pas du tout. Ce que le ministre fait aujourd'hui pour donner des conseils, hein, on dit des injonctions. Non, le ministre n'a aucune injonction à donner. Le chef de l'État a demandé à son ministre, essaie d'accompagner les partis de manière à ce que, dans le sens du dialogue, nous puissions tous être là. Vous pensez qu'il est du rôle du ministre de déterminer les bureaux de ces partis-là, de dire qu'il doit y figurer? C'est une interprétation que vous faites. Pourquoi vous parlez d'interprétation lorsqu'il a nommément dit que ceux-là qui ont maillé à partir avec la justice ne devaient pas figurer? On veut aller à un dialogue. On veut aller à des solutions consensuelles. On veut donner de la facilitation. On n'a jamais interdit à un individu d'être membre d'un parti politique. Même nos frères qui sont à l'extérieur, on n'a jamais interdit d'être membre d'un parti politique. Ils sont interdits d'appartenir au bureau de ces partis. Je vous en prie. Qu'est-ce qui est le plus important? C'est le parti ou bien c'est un individu par rapport à l'ensemble? Est-ce qu'on va privilégier l'intérêt général d'un pays, d'un parti ou l'intérêt d'un individu, quel qu'il soit? Moi, je crois que c'est l'erreur. Au nom de quelle loi? C'est le ministère de l'Intérieur, c'est le chef de l'État qui détermine qui doit faire partie du bureau. Ce n'est pas une loi. Il n'a jamais dit ça. S'il dit ça, vous faites ce que vous avez envie de faire. C'est un conseil qu'il vous donne. Et si vous n'avez pas satisfaction, nous sommes dans un état de droit, vous allez devant les juridictions. C'est aussi simple cela. Une chose est d'aider. Faire un tour de règlement à l'amiable, essayer, on vous conseille, puis on a dit, c'est le chef a empêché, dit bon, aider. Mais une chose a dit non, je n'accepte pas l'aide, je fais ce que j'ai à faire. Si je ne suis pas reçu, nous sommes dans un état de droit, je vais devant la juridiction. C'est aussi simple que ça. Je ne comprends pas, on dit, ah, la juridiction, c'est ça. Les mêmes juridictions qui donnent raison dans les procès aux opposants, trouvent, ah, c'est bien, le Bénin est ici. Mais dès qu'on peut, ah, non, je crois que c'est des arguments classiques. Nous devons faire l'effort, dans le sens de dialogue, d'aller dans le sens de ce que... C'est avec plaisir. Une mouvance forte, qui n'a pas une position forte, n'est pas content. Je vous en prie. C'est la démocratie. Le statut de l'opposition. C'est autant de choses qu'ensemble, avec les opposants, nous devons mettre en place. C'est comme ça que notre pays va. Nous avons fait une démocratie romantique qui n'a pas donné à manger à son peuple. L'autre a parlé de, je ne voudrais pas répéter l'expression, il faut que la démocratie nourrisse son homme. De la démocratie qui produit du développement. La démocratie, on a l'eau, on a les routes, mais la démocratie où quelques intellectuels, quelques élites se partagent les postes, c'est ça qu'on a vécu jusque-là. Il faut passer à autre chose. Et je crois que c'est le rôle des partis politiques. Les gens ne voient pas le nier. Nous allons le dire. Vous allez nous aider, vous les médias, à dire que les partis du nouveau système, ce n'est plus ce qu'on a vécu, les clubs électoraux. Vous dites, comme certains, que la démocratie à l'occidental a montré ses limites. Non, même à l'occidental pour eux-mêmes. Mais le problème de la démocratie, c'est quoi? C'est la représentativité. Toutes les démocraties sont confrontées à cela. Vous êtes élu pour un mandat. Ça veut dire logiquement, c'est à cette date que vous êtes jugé, apprécié. Ou on vous reconduit, vous êtes bien. Mais les besoins des populations sont tels qu'on n'a plus la patience d'attendre ces échéances-là. Et c'est ce que nous vivons en France. À mi-mandat, vous voyez les gilets jaunes. Qu'est-ce que le président français a fait? C'est d'aller vers ces populations, de les écouter. Parce que vous avez été élu sur un programme, vous avez votre légitimité. Le président Talon a été élu, il a sa légitimité, hein, contrairement à ce qu'on dit, c'est que légitime. C'est pas savoir si le Parlement est légitime. C'est le président Talon qui a été élu. Et cette légitimité, il a
Contrairement à ce que les gens disent, on va écouter son mandat, c'est des illusions, c'est des utopies, c'est des gens qui n'ont pas les pieds sur terre. Ça, on n'a jamais vu nulle part. Un président élu démocratiquement, on va écouter son mandat parce que ce qui gère, ça veut dire que ce n'est pas des démocrates. Vous attendez le délai du mandat pour le faire partir. Oui, mais comme vous avez parlé du philosophe, l'article 66 de la Constitution est également prévu. Mais c'est la lecture que vous faites et je regrette. Quelle lecture est la bonne? Quelle lecture on devrait en faire? Mais, vous voyez, il y a des choses sur lesquelles je ne voulais pas revenir, mais vous m'y obligez. Non, mais puis c'est vous l'article qui avez en parlé. 66. Oui. L'article 66, pour la première fois, c'est l'appel de Jeffa. Vous prenez l'appel de Jeffa, l'article 66 était là. C'est bien avant les élections, c'est bien avant tout ce qu'on a connu. Ça veut dire que les gens avaient un agenda qui n'est pas celui de l'État. Depuis la fin du régime passé, les gens voulaient aller à des assises. Ils l'ont dit. L'ancien président, le past président ne l'a pas fait. Donc, dans l'esprit des gens, il faut aller aux assises. Ça veut dire qu'il faut mettre entre parenthèses à ce renouveau qu'on qualifie de moderne, de tous les mêmes. Il faut aller aux assises nationales. Qu'est-ce qui implique? C'est extrême. Ça dit, si vous suivez, comme chez nous, c'est pas là où on est tombé qu'il faut voir, c'est là où on a chuté. L'article 66 dit quoi? On parle d'insurrection, de ceci, cela. Dans quelle démocratie on parle d'insurrection? Il n'y a que dans leur démocratie, dans leur tête. On appelle les gens à l'insurrection. Les appels. La désobéissance. Dans quelles conditions il y a désobéissance? C'est contre celui qui a été élu régulièrement qu'il faut désobéir. C'est ceux-là qui évoquent l'article 66. Quand ils auraient réussi leur complot, leur forfait, c'est contre eux que l'article 66 serait appliqué. Parce qu'ils parlent de coup de force. C'est eux qui auraient fait un coup de force. Talon n'a pas fait un coup de force pour arriver au pouvoir. On parle plutôt de la 8e législature. Non. La légitimité, d'abord, c'est le président. La clé de voûte de notre système, c'est le président de la République. C'est la clé de voûte de notre système. C'est lui qui est le garant de l'État. Toutes les institutions, l'application des décisions, c'est lui le garant. Quand on veut parler de l'Assemblée, le Parlement, ce n'est pas sa volonté. Au moment où l'appel de Jeffa parlait de l'article 66, il n'y avait pas de 8e législature. Je vous en prie. L'appel de Jeffa n'a jamais parlé de l'article 66. Allez lire ça. On a fait appel et je sais d'où ça vient. Nous avons dans l'opposition, tout le monde n'est pas à la même enseigne. Nous avons des radicaux, nous avons nos amis rouges. Malheureusement, l'opposition s'est laissée, l'opposition constructive, je veux dire, responsable, s'est laissée berner par des illusionnistes, par des utopistes qu'on a toujours vus, qui ont œuvré, et je les salue, pour l'avènement de la conférence. Hein? Au moment d'aller, ils ont dit non, je n'y vais pas. Parce que rien de bon n'en sortirait. C'est eux les meilleurs défenseurs des acquis de cette conférence. C'est vous dire, moi j'appelle l'opposition responsable, constructive, de se défaire des illusionnistes, des radicaux, des extrémistes, et d'entrer dans le jeu démocratique. Elle a sa place dans notre démocratie. Et c'est l'objectif du chef de l'État. C'est l'objectif de l'Assemblée que vous avez. C'est l'objectif des grands partis qui se mettent en place. Nous voulons avoir 4, 5 ou 6 grands partis dans ce pays, où c'est visible, on peut lire. Des partis de religion, c'est ce que vous voulez faire. Mais avec 100 partis, 200 partis, il n'y a pas 100, 200, 300 idées pour construire ce pays. Dites-nous, qu'est-ce que c'est que le dialogue politique dans un contexte comme celui qu'on vit actuellement? Bon, chacun... moi, j'ai conduit la délégation de l'Union progressiste à la CEB, à la conférence épiscopale. J'ai conduit, c'est moi qui ai conduit. Et j'ai vu que la démarche des évêques, le prélat, c'est des gens de Dieu, des gens qui sont au-dessus des considérations partisanes. Nous, on était allés à l'invitation pour les écouter, pour savoir ce qu'ils veulent de nous. Ils nous ont dit, on vous a appelé pour vous écouter. Alors, donc l'écoute, j'ai dit, non, on a tout fait jusque-là dans les règles de l'art. Si quelque chose ne va pas,
ceux pour qui ça ne va pas, il aurait été bon de les entendre, qui nous disent ce qui ne va pas, qui nous disent ce qu'il faut faire. Et ensemble, on va voir ce qui va se faire. Toujours dans les règles de l'art, en respect. On ne peut pas mettre la Constitution en parenthèse, les lois en parenthèse pour dire entre nous, etc., etc. Non, c'est ça qui n'est pas bon. C'est ça qu'on a fait. On contourne. C'est comme si on faisait du faux. Et dans ce contexte de faux, on contourne la loi. Ça vous revient toujours. Ça vous rattrape. Ce raté-là de la conférence, qui n'a pas organisé le système partisan comme il faut. On a laissé le système à lui-même. Bon, vous vous accrochez seulement au système partisan, mais ce n'est pas... C'est la base. Et quand vous parlez de ces lois-là, on sait quel groupe de députés ont fonctionné pour voter ces lois. C'est le groupe BMP, j'allais dire. Qu'est-ce que c'est que la démocratie? Ce groupe-là du chef de l'État, groupe de députés. Qu'est-ce que c'est que la démocratie? Vous connaissez un seul chef d'État, vous pouvez me citer, qui arrive au pouvoir, qui dit « je ne veux pas de majorité à l'Assemblée ». Citez-moi dans l'histoire du Bénin et dans l'histoire mondiale, un chef d'État qui dit « je me mets à dos l'Assemblée et je vais être en démocratie ». Vous n'allez pas faire comme si c'est tous ces députés qui aujourd'hui reprouvent, enfin ces anciens députés, ces anciens acteurs politiques, qui reprouvent aujourd'hui ces lois-là qu'ils ont générées. Mais à la pratique, il y a eu des difficultés. Mais chacun a évalué ses difficultés et des propositions ont été faites. Rien n'est parfait. Moi, je n'ai jamais dit que ce qui a été fait est parfait. Ce n'était pas l'Assemblée. Mais l'idée, le principe est bon. Si dans les modalités, il y a des difficultés, mais asseyons-nous et voyons. C'est ça le sens du dialogue que vous me demandez. Mais si les gens disent non, avant d'aller au dialogue, il faut ci, il faut ça, ils ne sont pas prêts. Et après, pour dire que c'est le chef de l'État qui n'est pas prêt. Vous avez été reçu par les évêques, avez-vous dit, oui. Puis par la suite, il a eu donc cette sortie du chef de l'État qui appelait les partis politiques à aller vers le ministère de l'Intérieur pour savoir ce qu'il faut faire. Mais c'est complémentaire. Vous pensez? Bien sûr, les gens disent, ah voilà, le chef de l'État, il veut arrêter. Pas du tout. Moi, j'ai écouté les évêques. On a échangé. Le président n'a rien fait d'autre que ce que les évêques ont souhaité. C'est complémentaire. Quand il dit que c'est complémentaire. Pour le dialogue, il n'irait au dialogue qu'avec les partis qui existent officiellement. Est-ce que vous pensez que c'est complémentaire? Bien sûr. Qu'est-ce que nous voulons? Nous voulons qu'à la fin du dialogue, que ce soit avec 1000 personnes, que ce soit avec 10 personnes, que le peuple ait son compte. On ne va pas au dialogue pour satisfaire. Aujourd'hui, les partis de l'opposition n'ont pas ce récépissé, donc ils n'iront pas. Mais ils l'auront à tout moment. Mais il suffit de faire ce que la loi impartit. Donc on ne bougera pas s'il ne bouge pas. Comment on ne bougera pas? Mais le train n'attend personne. Ils entreront dans le train quand ils seront prêts. Quand ils voudront. Puisque c'est volontaire. On n'oblige personne à faire la politique. Et le dialogue dans ce cas? Mais le dialogue attendra. On ne fait pas le dialogue. Mais c'est ça que les gens ne comprennent pas. L'État n'attend pas. Vous allez faire le dialogue avec DUD et écoutez-moi, on fera du dialogue avec ceux qui veulent faire du dialogue. Et ce serait toujours le dialogue, ça? Mais bien sûr. Il suffit qu'il y ait deux pour qu'il y ait dialogue. On n'a pas besoin de 100. Le pluralisme, c'est à partir de deux. Il y a ceux qui sont avec... Vous faites le dialogue d'abord avec ceux qui ont des problèmes, non? Les autres n'ont pas. Mais ceux qui ont des problèmes, on dit venez, ils disent je ne viens pas. On va faire quoi? On va les y obliger? On dit venez. Ils disent non, moi je ne viens pas tant que. Vous n'êtes pas en position de force. Et vous voulez imposer votre... Moi je ne comprends pas. En doute ça. Écoutez-moi. Il y a quelque chose de simple. Entre nous. On dit la politique, c'est rapport de force, c'est cela. Laissons ces conceptions. Je suis demandeur. J'ai besoin de quelque chose. Ce quelque chose, celui ou ceux qui vont me donner disent venez, vous dites non. Mais moi, j'appelle ça de l'extrémisme. J'appelle à la volonté des gens de mauvaise foi. On vous dit, faites comme ça. Vous dites non, pour un seul, parce que c'est un seul, on ne fait pas. On est où là? Le pays, c'est un individu. Un parti politique, c'est un individu. Et cet individu-là n'est pas interdit d'être membre de ce parti. On dit pour être conforme au test. Pour le moment. Mais quand vous serez au dialogue, vous pouvez dire, bon,
qui est-ce qui dit ça là? Essayons d'enlever ça. Ce qu'il faut faire pour aller au dialogue. On doute de la volonté du pouvoir d'aller au dialogue. C'est ce doute-là. Laissez-moi terminer, lorsque on voit des arrêtés comme celui donc, du ministère de l'Intérieur et de son homologue, n'est-ce pas, de la justice, qui interdisent, n'est-ce pas, qu'on délivre des actes d'autorité à certaines personnes, notamment celles-là qui ont maille à partir avec la justice. Sortons de doute. Les actes de la République, il y en aura qui seront conformes, d'autres qui ne seront pas conformes. L'État, c'est quoi? Nous ne sommes pas dans une République idéale, où tout est parfait, où tout le monde doit faire niquer. L'homme qui agit, il peut se tromper. Mais je vous en prie. Prononcez-vous d'abord sur cet acte, sur cet arrêté. Je suis en train de vous expliquer. Vous pensez que c'est normal, un arrêté normal, ça? Je ne suis pas ici. Non, vous êtes juriste. Mais écoutez. Ici comme ailleurs, vous êtes juriste d'abord, Abraham. Tout à fait. Mais quand vous prenez cet arrêté, il y a plusieurs aspects de cet arrêté-là. Ça dépend de sous quel angle vous le prenez. Le même arrêté peut répondre de la légalité ou non, de la constitutionnalité ou non. Parlons du bon sens. Parlons du bon sens. Est-ce que c'est parce que vous avez maille à partir avec la justice que vous n'existez pas, qu'on ne doit plus vous délivrer d'actes de naissance? Vous ne pouvez pas vous marier puisque voilà, vous n'avez pas droit au passeport, vous n'avez pas droit à ceci. Vous avez parlé. Vous parlez de bon sens. Hein? Parlons tout court. Hein? Est-ce que vous pensez que ce soit normal qu'un individu, un citoyen, se refuse de répondre à la justice de son pays? Il décide, hein, la justice, il a maille à partir, la justice la paye, il dit non, je ne viens pas. Il reste à l'extérieur. Il envoie des gens pour lui prendre. Celui-là, ça veut dire que celui qui l'envoie, vous voulez qu'on en fasse un complice de sa fuite, de son refus d'aller devant la justice? On dit chez nous, on ne refuse pas l'appel. Mais c'est ce qui est derrière l'appel. Parce que dès l'instant, je vous dis, parce que vous ne voyez que quelques individus. Moi, j'ai lu des noms que je ne connais ni d'Adam ni d'Ève, des gens qui ont été condamnés, qui ont fui la prison. Ce n'est pas normal, comme vous dites. Dans des conditions normales, ce n'est pas normal. Vous savez. Mais le condamné à mort, il a un acte de naissance, il existe. Bien sûr. Et il est là, il est au Nouf, il est là, il ne fuit pas. Quand il fuit, il devient délinquant. Il passe de... Mais c'est ça. Et il a toujours un acte de naissance. Mais on ne lui a jamais refusé qu'il n'a pas d'acte de naissance. On ne peut plus délivrer, il devient apatride là où il est, à l'extérieur. Vous savez, tous les droits là, droits fondamentaux, droits on dit là, tous ces droits-là, en théorie, ces droits existent. Mais dans la pratique, il y a toujours l'ordre public, il y a toujours la sécurité, il y a toujours les raisons de santé. Je ne dis pas, hein, nous sommes dans un état de droit. Si quelqu'un estime que cet arrêté est illégal, qu'il saisisse la juridiction compétente, nous sommes dans un état de droit. Au lieu d'en faire un élément de polémique qui empêche les observateurs d'étendre. Trouvent que ce sont les mêmes personnes qui sont encore ciblées et qu'on s'éloigne encore une fois du dialogue. Moi j'ai lu, je ne connais presque même pas un seul de la liste que moi j'ai lu. Vous ne connaissez pas Komi Kouché, par exemple? Vous ne connaissez pas Sébastien Javon? Vous n'avez pas vu ces noms sur cette liste? Ce que moi j'ai lu, moi je n'ai pas vu ça. Moi, je sais pas. Vous n'avez pas vu Valentin Guéronté? Ah non, moi je n'ai pas vu ces noms-là. Je ne sais pas si c'est dans l'esprit, dans la tête des gens, mais la liste que moi j'ai vue dans le journal, je n'ai pas la liste sous les yeux. Allez sur le site. Écoutez, vous savez, il y a beaucoup de choses de manipulation. Moi, je ne veux pas me mettre dans des hypothèses où c'est toujours les mêmes. Le Bénin dépasse Djanotin, le Bénin dépasse Kouché, le Bénin dépasse Adjavon. Ne nous fixons pas sur des individus pour dire le pays, c'est des histoires. Nul n'est au-dessus du pays. Nul n'est au-dessus de notre pays. Quel qu'il soit. Est-ce qu'en réalité, comme le disent déjà beaucoup, ce n'est pas le boulevard de 2021
que vous avez déblayé, c'est que vous déblayez nous sommes toujours dans la spéculation. Nous sommes toujours dans les idées, dans les préjugés. Vous êtes Dieu pour savoir ceux qui seront vivants en 2021. Quelqu'un est capable de dire en 2021, c'est moi qui serai candidat. Ça n'existe pas. Il faut nous guérir. Hein, j'ai comme l'impression que le béninois est figé. Je ne sais pas, le mot médical qui me manque, des psychopathes, on est dans des raisonnements. Vous savez, si demain, si demain, nous allons voir le jour, vous parlez de 2021, nous sommes en 2019. Mais on est en politique, ça se fait non, toujours comme ça, les projections. La politique fiction, cessons avec la politique fiction. C'est ça qui nous tue. Le doute, on n'a pas. Ayons confiance en notre pays. Nous avons vécu des moments plus difficiles dans ce Bénin-là. De la révolte, du PRPB, aujourd'hui. Tout s'est délié. Tout ce qui est, viendra à la surface. Ayons un peu de confiance en notre pays, en nous-mêmes. J'ai l'impression que c'est des causes désespérées. On veut voir le mal partout. Et c'est fait dans 2021, c'est trop loin. C'est trop loin. Vous avez beau faire tous les calculs, il n'y a que Dieu qui vous dira si vous serez là pour être candidat en 2021. Est-ce que ça veut dire que vous, actuellement, à l'Union progressiste ou plus globalement au pouvoir, vous ne faites pas de calculs? Vous avez oublié 2021? Des calculs sensés. Je vous ai dit, j'ai quitté l'Assemblée pour m'occuper du parti. Parce qu'il y a des échéances. Je vous l'ai dit, il y a le Congrès, il y a 2020, il y a 2021. Mais c'est ça. Mais je ne fais pas de calculs insensés. Je ne fais pas de calculs sur Abraham Zizilowe. Je fais des calculs sur les militants, les cadres de l'Union progressiste. Si Abraham Zizilowe n'est pas là, d'autres seront là. Le député Dakpe Soso nous a révélé des calculs, des projections. Écoutez, chacun est libre de dire. Vous-même vous dites qu'on est à démocratie. Mais il a du pouvoir. Il nous a parlé de cette projection de 12 ans. Mais c'est son point de vue. Dakpe Soso n'est pas. Vous appelez ça point de vue, ce n'est pas une projection. Mais chacun est libre, vous là. Vous êtes libre de dire ce que vous voulez pour 2020. Pour 2021, et même dans 10 ans. Est-ce que ça veut dire que ça s'impose? Est-ce que ça s'impose à quelqu'un? C'est une politique ça fiction. Ne s'impose à personne. C'est ça qu'on appelle les idées, les anciens dont tu parles, la doctrine. Chacun, c'est ça qui fait vivre la démocratie. Cette émission, c'est aussi avec les auditeurs qui peuvent nous appeler au 64 44 02 44 ou le 66 75 72 72, les deux numéros pour nous joindre. Bonjour, auditeur en ligne. Bonjour, Jean Coton, Virgile, bonjour. Bonjour, monsieur Coton. Je vous respecte. Bonjour. Voilà. N'essayez pas de devenir un homme qui a du succès, essayez de devenir un homme qui a de la valeur. Tout au long de l'émission, je suis resté sur ma faim d'avoir vu un Abraham Zizilowe dans la posture, qui ne soit pas dans la posture de cette citation de Albert Einstein. Vous disiez tantôt que la démocratie, c'est la loi du plus fort. Je suis désolé de vous faire comprendre que la démocratie, c'est la loi du plus grand nombre, et la loi du plus grand nombre ne veut pas dire la loi du plus fort. Alors, deuxième élément, les réformes du système partisan sont-elles conformes au multipartisme intégral tel que prôné par la Constitution? Vous répondrez à cette question. Votre démission, dites-vous, relèverait des convenances militantes. Moi, j'ai vu votre parcours, comme bien d'autres d'ailleurs, dans ce pays, depuis plus de 29 ans, sous la bannière de la RB. Pourquoi cette conviction ne vous avait pas habité pour vous amener à démissionner? Parce que c'est lorsque ce qui est fait n'est pas conforme à votre idéal que normalement vous démissionnez. Vous n'avez jamais démissionné et c'est sous la rupture que vous estimez qu'il faille démissionner au motif que le système partisan en cours maintenant respecte les normes, votre convenance militante, vos convenances militantes. Vous me direz aussi à l'occasion, dans quel pays démocratique au monde vous avez vu un parlement sans l'opposition? Dites-moi dans quel pays au monde, puisque vous l'avez demandé souvent à Virgile, d'accord? Vous me direz aussi dans quel pays au monde vous avez vu un parlement sans l'opposition, ou bien un parlement avec l'opposition sans l'autre, sans la mouvance, vous me le direz. Pour finir, vous nous direz également, lorsque la RB, le parti, enfin, qui vous a vu, qui a vu la fusion avec, pour devenir lutter avec d'autres partis, lorsque ce parti-là va retourner dans le giron des Soglo,
que deviendra votre appartenance à l'UP. Je vous remercie. Merci à vous, Jean Coton. Deuxième auditeur, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Oui. Oui, vous avez l'honneur à monsieur Sani Saliou. Sani Saliou. Depuis Faïn. Oui. Je remercie beaucoup votre invité. Bon, aujourd'hui, la plupart des Béninois pensent que la démocratie dans un pays est l'absence totale de la dictature, où l'opposition s'impose au gouvernement par... Monsieur Saliou. Monsieur Saliou. Il est parti, me semble-t-il. Certainement qu'il nous reviendra. Allô, bonjour. Oui, bonjour. Oui, c'est Tiburce que j'appelle depuis l'Allemagne. Tiburce depuis l'Allemagne. J'appelle depuis l'Allemagne. Oui, allez-y, allez à vos questions. Oui. Oui, ma première question, d'abord, bonjour, monsieur Maître Abraham. Bonjour, monsieur Toviko. Voilà, j'ai une seule question pour vous. Vous, ministre de la Justice, dites-moi sincèrement si l'arrêté signé par l'ancien, l'arrêté incriminé là, qui retire pratiquement le droit de nationalité à certains Béninois, est-ce que vous, ministre de la Justice, vous apposerez votre signature sur un tel arrêté? Je vous remercie. Merci à vous, monsieur Toviko. Quatrième auditeur, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Oui. Vous avez ici Elos Sanguine. Et vraiment, c'est avec douleur que je vous parle ce matin parce que l'invité que nous recevons nous apprécie vraiment. Et je vais lui demander si vient de la 16e circonscription électorale, si ces militants, ces soi-disant militants le suivent parce que la radio est brûlée sous la rupture et à côté. C'est aussi ça la démocratie. Lorsque nous savons, quand on crée un parti politique, c'est pour la conquête du pouvoir. Démissionner pour convenance militante n'est-il pas de l'utopie? Avez-vous peur de porter ce fardeau de député 5% ou député imbibé de sang ou avec des morts? C'est dangereux, antidémocratique de dire que la pensée unique installée à l'Assemblée nationale a deux blocs du gouvernement qui reforment. Vous mettez la séparation des pouvoirs où? Parce que la Constitution est bien claire, où l'Assemblée nationale doit contrôler, non seulement contrôler les actions du gouvernement, voter des lois. Est-ce que cette Assemblée, entre copains là, aux ordres là, est-ce que cette Assemblée pourra jouer son rôle? Monsieur l'invité, est-ce que, en tant qu'universitaire, est-ce que vous n'embrouillez pas les étudiants qui vous écoutent entre ce que vous leur enseignez et ce que vous pratiquez sur le plan politique, surtout actuellement à l'aide de la rupture? Est-ce que vous ne pensez pas que les étudiants qui vous écoutent seront embrouillés? Monsieur le journaliste, je vous remercie pour la suite de l'émission. Merci à vous. Nous passons au cinquième auditeur. Bonjour. Cinquième auditeur, c'est Valentin Ayonou. Monsieur Vigile, bonjour. Bienvenue, Valentin Ayonou. Monsieur Abraham, bonjour. Bonjour, cher ami. Je vous dis en toute vérité que c'est avec un sentiment de douleur que je suis en train de prendre la ligne ce matin pour vous dire en toute vérité que le peuple béninois vous aime, vous, monsieur Abraham Zizinokwe. Et je voudrais bien vous dire, par la voix du peuple, de quitter ce chemin, s'il vous plaît. Parce que vous avez encore d'avenir. Qu'est-ce qui prouve que M. Abraham Zizinokwe ne serait pas président de la République dans ce pays? Je vous en prie. Le peuple est fatigué. C'est la vérité, je vous dis. Ça me permettra plutôt d'aller à mes préoccupations. Qu'est-ce qui s'est passé en temps où le peuple béninois demandait au chef de l'État de revoir la situation pour qu'on ait une élection inclusive? Le président dit, à force de satisfaire à la requête du peuple béninois, il risquerait de toucher à la Constitution, que lui ne pourra pas. Mais qu'est-ce qui s'est passé maintenant aujourd'hui? On appelle les forces de l'opposition, on leur donne ce fameux certificat de conformité. Je veux nommer bel et bien de cette partie de Mme Claudine Prudencio et de Palasca de Tikoudé. Qu'est-ce qui s'est passé? On ne pouvait pas leur attribuer ça. C'est ma première préoccupation. Deuxième préoccupation, monsieur Zizinokwe, vous allez nous dire si, puisque la radio sur laquelle vous êtes en train de faire votre développement n'est pas du tout écoutée à Cotonou ni à Calavi et ses environs. Promettez-nous, si vous pouvez vous impliquer personnellement pour que cette radio puisse reprendre son fonctionnement normal dans ces localités.
Et pour finir, je dis bien pour finir, j'espère que vous n'allez pas quitter ce plateau sans nous dire exactement ce que les députés de la 8e législature gagnent. Parce que les rumeurs circulent énormément comme quoi nous avons un salaire de 6 millions pour certains et 12 millions pour d'autres. Qu'est-ce qui se passe réellement? Dites-nous la vérité, je vous rends l'antenne. Merci à vous, Valentin. Ayonou, 16e auditeur. Oui. Oui, vous êtes en direct, votre nom? Bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour, l'invité Arnaud Méthode-Nouvelle. Arnaud. Voilà. Ma question pour le ministre Zinopoué, je voudrais vous poser la question si ça arrivait en temps pour les élections qui viennent et que les partis qui ont déjà leur récépissé, on les retrouve encore dans un problème à la Sénat. Parce que dans notre pays, on nous a dit que les dossiers ne vont pas à la Sénat et on les corrige encore. Si ça a des fautes terminées, si ça arrivait, est-ce que ces partis seront encore déçus d'aller à l'élection? Et pour finir, je voudrais vous encourager pour toutes les réponses que vous avez données à ces questions, car il arrive comme ça sur des chaînes que vous connaissez, les gens piècent contre vous. Jouez votre rôle, nous jouons le nôtre. Je vous rends l'antenne. 7e auditeur, bonjour. Vous êtes en direct, veuillez bien diminuer le volume de votre poste. Oui, bonjour, le maître Abraham Zokoué. Bonjour. C'est monsieur Eric Johnson. Eric Johnson. Oui. Oui, allez à vos questions. Vraiment, j'ai envie de pleurer ce matin quand j'écoutais maître Abraham. Sincèrement, il y a autre qui est béninois. Sincèrement, il y a blanc. Allez à vos questions, s'il vous plaît, monsieur Johnson. Non, mais quand je l'écoute, un avocat brillant, je dis correction dans ce pays. Aujourd'hui, il a changé de veste. C'est honte. C'est honte. Moi, je suis à vous. Nous allons prendre le 8e et avant-dernier auditeur. Bonjour, oui. Je m'appelle Inter René. Pardon? Inter René depuis Tango. Inter René, hein? Oui. Oui. Je voudrais demander à monsieur Papa Abraham, oui, et ce qu'il doit faire personnellement pour que tous les partis aillent aux élections prochaines. C'est tout ce que je lui demande. 9e auditeur, bonjour. Allô? Allô? Il est en ligne, oui, bonjour. Visiblement, non, nous allons donc arrêter ainsi la liste des auditeurs et revenir dans ce studio, donner réponse à ces différentes préoccupations. L'ambassade est quand même bonne, hein? C'est pas mal. Ouais. Je voudrais d'abord les remercier. Ceux qui ont eu des douleurs, ceux qui ont eu des pleurs, je les remercie tous pour leur dire que c'est ça la démocratie. Et la politique, c'est pas les états d'âme, pas les sentiments. Nous avons fait ça tout le temps. La politique, c'est pas les états d'âme. Si tu es beau, tu es vilain, c'est pas ça la politique. Comme l'a dit le chef de l'État, formation t'es avec mon débois. Mais je dis, la politique, c'est pas les états d'âme. Je les comprends, et je leur demande d'avoir du courage, de ne pas se décourager. Moi, je suis pas là pour faire plaisir à quelqu'un. Je suis pas là pour dire à l'auditeur qu'il retrouve dans mes propos ce que lui veut. Moi, je veux dire ce que je crois, je pense. Je peux me tromper. Je suis un homme faillible comme tout être humain, même spécialiste de ci, de cela. On peut passer à côté. Moi, il faut être humble dans la vie. Donc, tous ceux-là qui ont parlé de pleurs, de douleurs, je les comprends. Je leur demande de prendre leur courage à deux mains, de prendre confiance. Est-ce que ça ne frise pas de l'arrogance quand vous parlez ainsi aux Béninois? Vous n'êtes pas le premier, on entend ça régulièrement, même jusqu'au chef de l'État. Mais le Béninois que nous avons été, on a été formaté.
Il faut sortir progressivement de ce format-là. Les Béninois, oh là là, le sentiment. Mais un pays ne peut pas avancer. Il faut le langage de la vérité, de la rigueur, à la limite de la dureté. Si vous pensez que nous allons nous installer dans le conformisme, et toujours... Non. Il y a deux choses, hein, quand on parle du social. Il y a le social conjoncturel et le social structurel. Il faut faire la nuance. Quand vous voulez aller au social structurel, vous êtes obligé de faire des efforts. Langage de vérité, que ça plaise ou pas, sinon on n'arrivera pas. Mais après l'effort, au bout de l'effort, vous aurez le réconfort. Maintenant, le social conjoncturel, nous avons dans notre société des gens, des faibles, des pauvres. Ceux-là, c'est différent. Il faut une politique. Mais on ne peut pas prendre toute notre société comme des gens, des parasites qu'il faut traîner. C'est pas vrai. Seul le travail, la mystique du travail, je vous le dis. Répondons maintenant aux questions avec précision. Bon, François Jean Poton. Jean Poton, je n'ai jamais dit que la démocratie, c'est la loi du plus fort. J'ai dit c'est la loi du grand nombre. C'est la loi du grand, c'est ce qu'il vient de dire. Non, vous avez dit quelque part, quand je disais, est-ce que ça, ce n'est pas... Moi, les rapports de force, c'est autre chose que la démocratie, c'est la dictature du grand nombre. Si c'est ça qu'il veut, je le redis en d'autres termes, c'est la dictature du grand nombre. C'est-à-dire, dans une société, on tient compte de la minorité, tout ça. Mais on ne peut pas inverser les règles pour dire que c'est la loi de la minorité qui doit l'emporter sur la... C'est ça qu'il faut qu'ils comprennent. Le grand nombre, à un moment donné, à l'Assemblée, c'est comme ça. Ça peut basculer, ça peut... À un moment donné, le grand nombre, c'est ce que je vous ai dit. Quel est le chef d'État qui, en allant à l'Assemblée, ne voudrait pas avoir le grand nombre avec lui pour faire aboutir ses projets? C'est de ça qu'il s'agit. Il faut qu'ils comprennent. Si on dit que c'est le petit nombre qui doit s'imposer, c'est ce que nous vivons là. Ce petit nombre qui n'a pas son certificat dit, bon, il faut mettre le pays à faire ensemble. C'est ça qu'on veut? C'est ça la démocratie? Non, je ne crois pas. Je crois qu'il faut raison garder. Tant que nous sommes dans ce type de démocratie, c'est le grand nombre à chaque moment. Et nous sommes dans une démocratie. Et ce grand nombre-là, c'est la représentativité. Et il y a plusieurs manières de représentativité. C'est aujourd'hui la Constitution qui est là. Le jour où on trouvera que ce n'est pas bon, on peut changer. Et tout ce qui a été fait, si c'est fait selon cette Constitution-là, il y a des instances. Les institutions sont là pourquoi? C'est pour qu'on puisse faire mal et que ces institutions-là corrigent. Maintenant, ces institutions ne sont pas si... N'ayons pas de jugement de valeur. N'ayons pas de jugement. Que je vous ai dit, une décision de justice, qu'elle soit bonne ou pas, l'homme politique doit s'y soumettre. Si l'homme politique refuse de se soumettre à la décision de justice, quelle que soit sa décision, cet homme-là est disqualifié pour un jour conduire ce pays. Parce que c'est cette justice-là qui va être la garantie, le pilier de son pouvoir. Il y a trois piliers, la justice, l'administration et l'armée. Dans un état de droit, c'est les trois piliers. Si les gens ne comprennent pas que la démocratie, c'est mon copain, c'est mon ami, c'est mon parent, la loi est là, je contourne, avec l'argent, je peux obtenir ici, ils se trompent. Autre question précise. Citez un seul pays au monde où il n'y a pas d'opposition au Parlement. Mais qu'est-ce que vous appelez opposition? L'opposition est définie. Si c'est juridiquement, quel est le parti qui s'inscrit comme opposant au ministère de la Justice? Il n'y en a pas au ministère de l'Intérieur. Il n'y en a pas. Maintenant, l'opposition peut être parlementaire, l'opposition peut être extra-parlementaire. C'est pas pour ça. Le Parlement du Bénin actuellement, quel est le... Je vous dis que, je ne sais pas si vous suivez les votes. Tous les votes ne sont pas à l'unanimité. Est-ce que vous suivez les débats? Ça a toujours été ainsi. Je vous dis, la contradiction commence à partir de 2. Vous pouvez être des frères jumeaux. Vous n'aurez jamais le même parcours. Sur une question, vous pouvez avoir des positions diamétralement opposées. Donc, je crois donc on n'a pas besoin d'opposition. On a besoin d'opposition. L'opposition peut être virtuelle. L'opposition peut être... Mais vous verrez au fur et à mesure qu'on va avancer dans le débat. Ça va se dégager. Ça va se dégager.
Et je vous dis que la nature a horreur du vide. Je ne sais pas si vous avez connu la période du PAPB. Si vous avez un parti unique et qu'il n'y a personne à l'extérieur, c'est à l'intérieur de ce parti que l'opposition se crée. Et c'est ce qu'on a vécu. Et c'est une loi de la nature. C'est justement à ça qu'on a dit non à la conférence nationale. Mais on a dit non. Et ce non qu'on a dit à la fatalité, qu'est-ce qu'on a vécu? C'est des mots, c'est des idées. Il faut les mettre en œuvre. À la pratique, le système partisan est devenu quoi? C'est de ça qu'il s'agit. Il ne faut pas croire qu'il y a une démocratie qui a un terminus. Voilà, c'est fini. Dès qu'on touche à ça, il y a un recul de démocratie. Je rappelle nos amis d'enfance qui disent résistants. Ici, des pays, des trucs. Mais allez dans ces pays-là, c'est pire que chez nous. Et on veut que ces pays-là nous donnent l'exemple de la démocratie? Non, je crois qu'il faut être fier de son pays. Ce que le Bénin est en train de faire, ces pays qu'on nous cite viendront copier ce qui se passe au Bénin. Les gens, moi j'ai entendu ça, dire, ah ben, monsieur Zilkwe, passez-nous votre président. Des pays, je ne vais pas citer, pour dire, passez-nous votre président, parce que la pagaille qu'on fait, nous sommes dans de laxisme, nous sommes dans, et c'est ça qui nous amène à la corruption, ça nous amène à l'impunité. Il fait, on dit non, et un pays ne peut pas avancer. Quand le procès que vous avez contre l'autre aile de la Renaissance du Bénin aura été tranché, quand on connaîtra l'issue et que la LB appartiendrait donc au Soglo, que deviendrez-vous à l'Union progressiste? C'était l'autre question de Jean Couton. C'est un débat qui est sans objet, qui n'existe plus. Il n'y a plus de RB. Quand vous passez devant Vidolé, vous lisez encore RB? Vous voyez une main, on a mis résistance. C'est pour vous dire que les gens ont compris que les temps ont changé. C'est un débat qui est évident. Moi, j'ai soldé RB et j'ai mis tout son patrimoine dans celui de l'Union progressiste. L'autre question, c'est celle de Tibius Toviro. Est-ce que vous auriez signé cet arrêté querellé qui fait polémique aujourd'hui si vous aviez été ministre? Je dis qu'il ne faut pas faire de la politique fiction. Moi, je ne suis pas garde des Sceaux aujourd'hui. Ne me demandez pas ce qui ne relève pas de moi. Par contre, je suis dans un état de droit. Il est en train de demander ainsi de juger cet arrêté. Je ne fais pas de jugement de valeur. Je ne vais pas juger mon collègue qui est garde des Sceaux, il est ça. Si ça fait grief à quelqu'un, il faut aller devant les juridictions. Et il a la réponse. Et moi, j'ai beau être jury, ancien juge, tout ça. Là, sur ce plateau, je ne suis pas la juridiction. J'ai beau dire, c'est bon, c'est faux, tout ça. Ce qui va être vrai, c'est ce que la juridiction saisie va dire. Donc, ne mettons pas dans la tête des gens des choses que... Apprenons les gens à respecter les décisions de justice. Si quelqu'un saisit une juridiction qui dit l'arrêté est bon, même si c'est mauvais, respectons jusqu'au moment où une autre juridiction va dire c'est mauvais. C'est comme ça. Si on n'a pas cette mentalité-là, nous n'allons pas avancer. Nous allons faire des procès d'intention aux gens et ça ne nous avance pas. Autre question précise. Oui. Quel est le salaire d'un député aujourd'hui à la 8e législature? J'avoue, ça, je ne vous cache rien. C'est le jour où j'ai donné ma démission. C'est après ma démission que je ne suis pas à la commission des finances. Mais la réflexion était en cours. Je savais que l'objectif, c'est de réduire le budget de l'Assemblée nationale. J'ai cru comprendre que ça a été atteint, puis ça a été réduit de près de 12% par rapport au budget antérieur. Mais c'est classique, ça. C'est classique parce que le budget précédent... Non, je vous dis, c'est au-delà du classique. Oui. C'est au-delà du classique. Je sais qu'il y a une réflexion qui était en cours pour dire il faut revoir globalement ce budget, même si c'est exactement la même chose, de manière à ce que, à l'intérieur de ce budget, que les répartitions se fassent, de manière à ce que la sollicitation qui est faite aux députés. Moi, je vous dis, pour les quelques semaines que je suis resté, combien de gens sont présentés à moi avec facture, mon enfant élève, lunettes. Dans la réforme, on voulait une cagnotte pour l'action sociale des députés. Je sais qu'une réflexion est allée dans ce sens. À quoi ça aboutit? C'est peut-être le résultat que vous me dites. Je sais également
par rapport aux suppléants. Vous n'avez pas répondu. Combien ils touchent par mois? Je vous dis, moi je ne peux pas vous dire. Si je vous dis le salaire... Mais le budget est déjà voté. Mais quand le budget est voté, c'est parce que quand on dit budget, ça ne veut pas dire qu'il y a de l'argent. Non, mais c'est le président qui dit qu'à la fin du mois, le député va toucher tel nombre de millions. Oui, c'est pour ça que je dis le député là. Après moi, à mon départ, je ne le sais pas. Mais c'est seulement hier, vous êtes parti. Mais je vous dis, le jour où je déposais ma députation, vous voulez dire ce que les députés touchaient avant? Si c'est ça, je voulais... Mais moi, je ne suis pas là. Comment je peux vous dire? Je n'ai pas une feuille de paye du député que vous dites. On retient que vous ne voulez pas répondre à la question. Non, je réponds. Et de bonne foi. Je vous dis, j'ai déposé ma démission le 5 de ce mois. Allez voir quand est-ce que le vote de budget a été fait. Je ne peux pas vous dire ce à quoi j'ai passé. Mais je vous dis, si on recompose à l'intérieur pour permettre au budget de faire face au truc, ça ne veut pas dire qu'il y a un accroissement. Je vous en prie, il ne faut pas mal interpréter. Moi, je n'ai jamais vu... Bon, j'attends de voir un budget où on a mis 6 millions par mois. Moi, je ne l'avais pas vu. Peut-être que vous aurez le temps de me montrer ça un jour. C'est vous dire que le Béninois est trop enclin à l'argent. Pourquoi? Le Béninois, je vous en prie. Faisons un peu. L'argent est un moyen. Ce n'est pas le Béninois. On veut tout niveler par le. Dès qu'on a un tel, on veut comparer, l'argent d'entretien. Moi, ce que vous dites là, moi j'ai une carte d'une militante, directrice de banque. Et les rumeurs là, il dit, les agents parlementaires, on a diminué leur salaire, on a monté pour les députés. J'ai dit, vous en avez la preuve? J'ai dit, vous, directrice de banque, vous voulez être au même salaire que votre planton? Ça n'existe nulle part. Le planton doit se comparer au planton. Le député béninois doit se comparer très rapidement, à notre député. Cette question, le temps nous manquera sinon. Et Soleil FM n'est pas écouté à Cotonou actuellement. Moi, je ne sais pas, je ne suis pas technicien. Si pas vous arrivez à nous écouter puisque vous vivez à Cotonou? Oui, bon, avant j'écoutais, sur 106, je ne sais pas si vous avez changé de fréquence. On n'a pas changé. C'est ça qu'on appelle brouillage, justement. Écoutez, ça, nous avons une institution qui est la HAC. Est-ce que c'est parce qu'il y a eu brouillage? Est-ce que... Moi, je n'entre pas dans des aspects techniques, ce que je ne maîtrise pas. Vous fouillez la question. Est-ce que vous ne trouvez pas que ce n'est pas normal? Je ne fuis pas. Moi, vous avez l'habitude de m'inviter. À un moment donné, vous ne m'invitez plus. Je n'ai pas compris. Non, mais comment il a fallu... C'est l'actualité qui demande qu'on invite. Il a fallu que je dépose ma démission. Mais voilà. Que tous mes amis proches de, par exemple, Folie, Vincent m'appelle, étaient très contents. Mais je ne comprends pas. Vous voyez, moi, je suis ami de la presse, quelle qu'elle soit. Et quand ce que vous dites est vrai, si vous êtes convaincu de ça, il n'y a aucune télévision, aucun média écrit, parler. Moi, j'adore la presse. On vous a toujours invité ici sur Soleil FM. Et moi, j'adore. Et chaque fois qu'on aura besoin de vous, on vous invitera. Aucun souci. Moi, je sais qu'en droit, vous n'avez aucun problème. Maintenant, quelles sont les questions techniques? Moi, je ne suis pas technicien. Les gens disent que c'est votre faute, vous avez mis des trucs qu'on ne peut pas maîtriser. Et vous savez que c'est faux. Mais comment je peux savoir? Moi, je ne suis pas technicien, mon cher ami. Moi, je ne suis pas technicien. Si vous me posez des questions de droit, je peux vous... Mais moi, on a dit c'est vous-même. Et si les auteurs sont dans votre camp, est-ce que c'est normal? Pourquoi on vous empêcherait? Dites-moi, pourquoi on vous empêcherait? Surtout que ce que vous dites, si ce n'est pas écouté à Cotonou, ça peut être écouté ailleurs, ça peut être... Il y a tellement de méthodes maintenant qu'on va vous appeler. Mais alors, à quoi ça servirait de vous empêcher? Mais j'ai des gens, ils auraient aimé. J'ai quelqu'un qui m'a appelé depuis, je ne sais pas, le Gabon, quand il dit, je ne suis pas là. Il voulait écouter cette émission. Ce n'est pas parce qu'on va vous interdire que quelque chose se passe. Au contraire, quand on vous empêche de parler, c'est qu'il y a un son de cloche qu'on n'entend pas. L'homme qui est au pouvoir a besoin d'entendre tous les sons de cloche. Nous, les juges, si tu entends un seul son de cloche, tu rends ta décision. Tes juges souhaitent qu'il y ait d'avocats dans le procès. Parce que le travail est mâché, qu'il y ait des avocats contradictoires. Et le juge... Pour mieux éclairer le juge. Mais donc, votre rôle est capital. Merci beaucoup. Je veux vous voir vivre, suivi,
avoir pas une seule antenne à Cotonou, mais ailleurs. Mais parce que... Vous nous permettez aussi, oui. Nous vous envoyons aussi en mission le dire à vos acteurs du pouvoir, aux acteurs du pouvoir, à tous vos camarades de parti et d'autres. Je vous en prie. Les acteurs mécanos, ils sont comme moi. Ils sont pas tous. Ils sont pas techniciens. Vous n'avez pas voulu citer de nom. Nous également, nous ne vous en citons pas. Mais non, la RAC. Qui ne viennent pas, qu'on invite ici, qui ne viennent pas. Ah bon? Oui. Ah bon, moi je ne sais pas pourquoi. Moi, peut-être vous vous demandez, mais pourquoi, qu'est-ce que vous êtes allé chercher là-bas? Pourquoi? C'est une parenthèse. Qui pourrait me dire? C'est la fin de cette émission. Voilà, ne faites pas des procès. Moi, ce que je voudrais souhaiter, je demande à nos aînés, les sages de la République, de se guérir du passé. Il y a un livre qui fait tabac actuellement, Michael, qui se guérissent du passé. C'était une autobiographie thérapeutique. Je crois que nos aînés, nos sages ont besoin de ça pour aider notre pays à avancer. Merci à vous, Maître Abraham Zizilokoye. Vous étiez donc notre invité ce dimanche. Merci à chacun, merci à tous de nous avoir suivis avec René Tatou qui finit cette émission avec nous. Mohamed Lamini était là au début. Merci à chacun, merci à tous et à dimanche prochain.